Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF spécial numérique. Nous allons essayer de comprendre le monde vers lequel nous allons avec des mots qu'on entend et qu'on ne comprend pas toujours. Je pense aux crypto-monnaies, aux NFT, aux métavers. Ce monde qui va être le nôtre de demain, mais aussi à l'importance du numérique et du digital dès aujourd'hui, dans nos vies privées, pour les sociétés, pour les entreprises. Et pour parler de tout ça, Virginie Févé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Starac, Starac avec un H, comme hacker. C'est ça. Startac, exactement. Startac, exactement. Voilà. Qui est une société de formation digitale, de formation continue. On en parlera tout à l'heure. Avec vous et avec nous, alors en visio, Maëlys Bulk, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de e-business. Vous êtes co-auteur avec Virginie d'un livre qui s'appelle Stratégie et e-marketing, qui va sortir dans quelques semaines. La nouvelle édition sort dans quelques semaines. Dans 3 semaines. 3 semaines, voilà. Et vous allez lancer dans quelques semaines aussi des NFT. Alors vous allez nous expliquer pourquoi et comment ça marche. Et puis, avec nous aussi, Valérie Damy-Leville, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur dans une école qui s'appelle My Digital School. Oui. On va expliquer ce que c'est dans quelques instants, My Digital School. Et Amanda Calixte, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi à My Digital School et vous êtes la responsable du développement commercial de cette école. Et puis nous avons beaucoup d'étudiants qui assistent à cette émission, qui sont des étudiants de My Digital School. On va peut-être commencer par cette école. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est une école de numérique, au fond, de formation. Exactement, Patrice, tout à fait. Donc, My Digital School a pour ambition de former et d'accompagner les étudiants post-bac au bac+5 à travers différentes formations pour leur permettre de s'orienter dans le domaine du numérique. Donc, ça peut être des formations en marketing digital, en data marketing, en développement full stack, à travers des cursus en stage ou en alternance. D'accord. Et il y a des écoles, il y en a un peu partout en France? Et effectivement, donc My Digital School est présent à travers la France et compte aujourd'hui 18 campus. 18 campus, dont un ici même. Effectivement, même à Montigny-le-Bretonneux. À Montigny-le-Bretonneux, absolument. Combien d'étudiants à peu près? Environ 200 étudiants, nous pouvons compter. Avec des formations différentes, qui vont de 3 à 5 ans. Exactement. Donc, la volonté, vraiment, c'est de les accompagner tout au long de leur parcours de formation, donc des formations en 5 ans. D'accord. C'est plutôt des étudiants qui ont le bac scientifique? Alors, c'est une formation... sans profilage ni prérequis. C'est-à-dire que les étudiants peuvent vraiment rejoindre notre école à travers des tests d'admission, mais en tout cas les tests sont ouverts à toutes et à tous, donc qu'ils soient issus d'un cursus scientifique, littéraire. C'est vraiment très ouvert. D'accord, donc c'est ouvert à tous. Tout à fait. Virginie Févé, alors Startac, donc c'est une entreprise de formation continue au digital, au numérique. Vous l'avez créée il y a combien de temps? C'est assez récent. On a créé, en fait, c'est un centre de formation continue qui forme à de la montée en compétences sur des sujets bien précis. Donc le format, c'est très intensif, c'est en format 1 à 3 jours. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre par la pratique. Donc il y a 90% finalement de pratique dans nos formations. Et donc voilà, et c'est assez inclusif puisque c'est accessible. En fait, c'est tout salarié, soit en reconversion, soit en poste qui veut monter en compétences, ou des chefs d'entreprise qui viennent nous voir, qui veulent se former sur des sujets bien précis du marketing digital. Et la formation, c'est dans quel domaine? On en a celle qui marche très très bien, c'est apprendre à prospecter via LinkedIn. Donc effectivement, ça attire beaucoup de dirigeants, beaucoup de commerciaux. C'est comment savoir se servir des réseaux sociaux au fond, c'est un peu ça. Avec une dimension toujours. Notamment de LinkedIn. Voilà, et on n'est pas uniquement orienté outils, on est aussi orienté stratégie. Donc l'idée c'est de transmettre les bonnes questions à se poser. C'est vraiment une approche de réflexion. On prend que des intervenants qui sont opérationnels, en activité, avec un bon track record forcément, et donc on les sélectionne. C'est quoi un track record, pardon? C'est-à-dire faut me traduire les trucs là. Ils ont un bon parcours et ils justifient de belles réussites. D'accord. C'est important pour nous d'avoir des pointures en termes d'intervenants. Et peut-être un mot avec Maëlys aussi sur le livre, qui est donc Stratégie et e-marketing. Alors le livre, j'ai rédigé la première édition à l'époque on voit la couverture du prochain. En 2013.
Pour la petite histoire, la petite anecdote, moi je me suis formée en autodidacte au e-marketing et en fait j'ai appris avec MicroApp et donc quand ils sont venus me voir pour me proposer de rédiger finalement un livre pour apprendre en fiche pratique très opérationnelle, j'ai accepté, rendre un peu la suite, voilà. Et donc c'est la 4e édition, cette fois avec Maëlys, qui est toujours sur le même format, les bonnes questions à se poser, des cas pratiques illustrés, tout est en images, c'est pour apprendre vraiment les fondamentaux du marketing. Du marketing. Et du e-marketing. Du e-marketing, exactement. Maëlys, vous voulez rajouter un mot sur ce livre ? Oui, j'ai été ravie quand Virginie m'a proposé de collaborer avec elle pour l'écrire. Et pour la 2e anecdote, cette fois-ci, on était ensemble au CES de Las Vegas. Donc, on était baignés par toutes les nouvelles technologies et toutes les nouveautés sur le secteur qui arrivent. Et du coup, elle m'a proposé d'écrire avec elle ce livre. J'ai dit tout de suite oui, parce que transmettre, c'est vraiment hyper important aujourd'hui et faire en sorte que tout le monde comprenne tous les enjeux du e-marketing. Très bien. Alors, on va aborder dans quelques instants c'est toutes ces notions nouvelles, le métavers, les NFT, les crypto-monnaies. Mais avant, on va s'interroger sur ce qu'est ce monde, qui est déjà le monde d'aujourd'hui, qui est le monde numérique ou le monde digital. Alors, pour faire simple, d'abord, qu'est-ce que c'est le numérique ? Ou qu'est-ce que c'est le digital ? C'est très Qui veut vaste. répondre ? C'est très vaste. C'est très vaste le digital. Le digital est partout. C'est le web, donc c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Mhm. Et c'est également tous les outils qui nous entourent et qu'on utilise, dont on ne peut plus se passer, qui sont nos ordinateurs, nos smartphones, nos objets connectés. Dans l'enseignement, par exemple, c'est très important. Alors, vous êtes évidemment dans My Digital School, qui est consacré à ça, mais c'est très important. Ça change aussi la manière d'enseigner. Ça change la manière d'enseigner parce que ça nous oblige à quitter notre zone de confort et à utiliser des outils et surtout à revenir sur des fondamentaux qui sont des fondamentaux stratégiques auprès d'étudiants qui sont très utilisateurs d'outils, mais qui n'ont pas forcément la connaissance du fonctionnement de ces outils et de la finalité du digital. Virginie Févé, justement, vous parliez des chefs d'entreprise, des salariés qui viennent se former chez vous. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, au fond ? Déjà, aller sur le digital, en fait, on a tous l'impression de maîtriser tous les outils. Certains se disent, d'ailleurs, à une époque, on entendait j'ai un compte Facebook, c'est bon, je peux être community manager. Bon, il y a quand même un pas à passer, notamment dans la réflexion stratégique. Et donc, ce qu'ils viennent chercher, c'est aussi comprendre comment on peut faire des choses de façon efficace. Donc, ça commence par se poser les bonnes questions, identifier le bon problème, le bon problème utilisateur, adresser les bonnes cibles et ensuite le bon message, utiliser les bons leviers et suivre les bonnes KPI, les bons paramètres de performance. Voilà, les bons... Vous êtes gentil, vous avez compris qu'il fallait voilà. En tout cas, l'idée, c'est de toujours suivre les performances et c'est ce qu'on peut faire sur le numérique. Donc, c'est plutôt intéressant. Et donc, je pense qu'il faut vraiment intégrer cette stratégie très en amont pour pouvoir faire des choses qui fonctionnent. Vous venez de prononcer un mot community manager. Il y a maintenant, presque toutes les entreprises ont des community managers, non ? Oui. Hein ? Et le métier se transforme. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'était simplement animer des communautés. Et aujourd'hui, il faut apprendre à créer du contenu. Et c'est la première interface client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un problème avec votre opérateur téléphonique. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez déverser votre haine sur les réseaux sociaux. Et donc, le community manager, il ne fait pas seulement de la publication de contenu basique. Il va jusqu'à répondre. Il fait du SAV. Il fait du SAV. Donc, il faut les former. C'est le nouveau service après-vente. C'est le nouveau service après-vente, le community manager presque. Ouais. Amanda Calix, non ? Tout à fait, effectivement. Et c'est important pour les entreprises, je pense, de suivre rapidement l'avancée du digital pour ne pas être obsolète et pouvoir répondre à la demande du marché. Et ça passe justement par des formations et par la formation aussi des équipes. C'est pour cela que My Digital School accompagne aussi les entreprises en leur proposant des profils à former et qui pourront par la suite garder au sein de leurs équipes pour les fidéliser et les faire évoluer. Donc, il y a une filière, community manager, par exemple, chez vous ? Effectivement, donc la formation web marketing, social media et business permet aux étudiants de se former au métier de community manager.
D'accord. Tout à fait. Virginie Févé, vous dites d'ailleurs, c'est vrai, il y a aussi une évolution du consommateur. Il est plus comme il était avant. Il est plus statique. Il est plus attendant juste l'information et puis allons acheter. Il a changé. Et il a Et changé. il est même contradictoire parfois. Hein. Il est surprenant. Il est surprenant, en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà la relation entre la marque et l'utilisateur et le client a changé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'attend plus d'une marque qu'elle soit uniquement rassurante, le gros building, les gros logos M6 qui bougeaient en 3D. On attend aujourd'hui une relation plus humaine. Et ce qui veut dire humaine, ça implique des émotions, ça implique de la confiance. C'est un utilisateur qui est plus exigeant parce que finalement, il est mieux informé. En tout cas, il a l'impression de l'être. Vous voyez maintenant des gens qui regardent sur Doctissimo une question et qui arrivent chez le médecin en disant « je sais ce que j'ai finalement ». Donc, on a des utilisateurs Il regarde même la formation du médecin, etc. Exactement. Enfin, voilà, et il les évalue. C'est-à-dire que et on évalue, quand absolument. vous prenez un Uber aujourd'hui, il y a aussi le client. Les deux Ça, sont l'évaluation, tout le monde s'évalue aujourd'hui dans le monde où on est, c'est vrai. Effectivement, c'est un gage de qualité et de confiance finalement. Est-ce que les étudiants de My Digital School évaluent les profs aussi? Tout à fait. Effectivement, nous mettons en place des suivis qualité qui permettent aux étudiants régulièrement d'apporter des améliorations ou d'exprimer leur satisfaction sur les méthodes d'enseignement ou sur le corps enseignant, effectivement. Donc ce consommateur, il est mieux informé? Il est mieux informé, il est plus exigeant, il apprécie qu'on le sollicite et pour de la co-création, il aime ça aussi, qu'on prenne son avis en compte. À la fois très sensible à l'éthique de plus en plus. Il y a 10 ans, c'était pas un sujet. Il y a ça aussi. Hein. Et c'est vrai Quand je qu'aujourd'hui... dis c'est contradictoire, c'est parfois un peu... Ça peut être parfois un peu contradictoire, mais en tout cas, c'est une exigence. On a tellement aussi matraqué le sujet, le Made in France. Oui, absolument. Il y a quand même des sujets qui sont récurrents. Et donc, oui, la traçabilité, tout ça, c'est important. Et puis, un des points qui est aussi très, très important, c'est quand il consomme, il s'exprime. Et donc, quand vous posez un téléphone, un iPhone sur la table, vous ne posez pas un Nokia 3210. Vous exprimez des valeurs, vous exprimez de rejoindre une entreprise avec ce qui est associé. Vous acceptez de rentrer dans une communauté. Oui. Et donc, ce consommateur-là, il veut rentrer dans des valeurs éthiques, il veut rentrer dans des valeurs humaines. On dit souvent que le porteur même d'un projet, d'une start-up aujourd'hui, par son storytelling, emmène finalement ses utilisateurs à s'exprimer, à être parfois clivants sur des sujets. Et c'est important d'emmener les gens dans une belle histoire. Donc il faut raconter une histoire ? C'est important. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un monde un peu... On parlera des nouvelles notions dans quelques instants, mais on a l'impression parfois qu'on est dans un monde un peu virtuel, un peu outre. Or, vous nous dites tout à fait le contraire. Au fond, c'est très humain le récit que vous nous faites. Il faut raconter des histoires, quoi. C'est le vrai challenge d'aujourd'hui, c'est arriver à raconter une belle histoire, retranscrire des émotions à travers le web, donc derrière un écran, et à la fois, finalement, de prouver qu'il y avait un vrai problème à la base et que la personne est concernée. Quand vous avez la marque Respire, je ne sais pas si vous voyez la nouvelle marque cosmétique, quand la personne s'exprime en disant voilà, j'ai failli avoir un cancer et donc j'ai créé une marque qui évite d'avoir un cancer. Quand vous avez Mythique déjà à l'époque exprimait qu'il était dans un repas avec des gens qui étaient célibataires et donc les idées naissent finalement de vraies histoires et donc il faut arriver à bien les retranscrire et surtout bien les communiquer pour que les gens s'engagent et finalement rejoignent cette belle histoire. Valérie Damelville, oui, vous vouliez... Oui, les utilisateurs ou les clients attendent autre chose des marques que de la publicité et un produit qu'on leur ou un service qu'on leur apporte pré-mâché comme ça. Ils attendent effectivement qu'on leur raconte une histoire. Ils attendent de l'authenticité de la part des marques. Et le digital le permet, notamment... Et le digital, c'est ça, accentue ça. Le digital le permet et accentue. Et les utilisateurs sont extrêmement exigeants. Et moi, je dis par exemple souvent à mes étudiants que les premiers influenceurs, c'est pas les stars qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les premiers influenceurs des marques, c'est leurs propres clients, leurs propres utilisateurs. Et donc, nous sommes tous influenceurs, nous sommes tous en capacité de créer du contenu, de créer du mauvais et du bad buzz, et d'influencer sur le contenu et le parcours des marques. C'est plutôt intéressant, je trouve. Oui, absolument. Maëlys Isbelt, que vous voulez intervenir sur ce sujet ? Là, pour l'instant, où je vous écoute, je suis d'accord avec absolument tout ce que vous dites. Et il y a des points encore, effectivement, à creuser sur le parcours d'achat, sur le client, sur le type aujourd'hui. Il faut évoluer en permanence et il faut prendre en compte un autre aspect aussi dont on n'a pas encore tout à fait parlé. Quand on disait les réseaux sociaux, donc il faut penser vraiment à faire de la veille tout le temps parce que ça évolue tellement vite aujourd'hui et les algorithmes, donc les fameux algorithmes qui régissent les réseaux, peuvent être mis à jour parfois 3 fois dans le mois. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être extrêmement réactif pour pouvoir proposer
à nos consommateurs du contenu qui correspond à ces attentes, mais qui va aussi être mis en avant par l'algorithme, puisqu'on aura réussi à faire quelque chose qui va correspondre aux attentes du réseau social en tant que tel. C'est vrai que c'est un milieu en évolution constante, hein. Et comment on fait, alors justement, quand on fait de la formation, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les étudiants, pour être toujours au niveau? Enfin, c'est vrai que ça change, hein, On très veille. vite. On est en veille. Moi, par exemple, je passe entre un quart d'heure et 20 minutes le matin et le soir sur Twitter et LinkedIn, à faire de la veille sur ce qui se passe dans l'univers du digital. Donc je suis des experts, tendances, les tendances, des influenceurs. C'est comme ça que je suis tombée là sur la révolution métaverse il y a quelques jours avec Roblox, on en parlera tout à l'heure. On va en parler, oui. Et donc, c'est une obligation. Quand on est dans cet univers, Oui, on doit être en c'est veille. pas savoir qu'on a une fois pour toutes. Enfin, il y a des bases. Veille Hein, mais... permanente. On est en veille permanente. On ne peut pas faire ce métier sans veille. C'est pour ça que c'est important. Enfin, c'est vrai que nous, on met un point d'honneur à nous prendre des gens qui sont uniquement en activité, parce qu'on peut très vite être largué dans ce domaine. Et c'est vrai que moi, je ne crois pas à être formateur à 100% du temps. Je pense qu'en fait, si on n'a pas une activité de terrain derrière qui permet de pratiquer, de pouvoir tester en permanence et transmettre cette expérience, c'est moins efficace en tout cas. Donc, pour moi, c'est un des points essentiels. Il y a des âges où c'est fini. Je crois pas. Non. Mon père lit mon livre, donc j'imagine que tout va bien. Non, je pense qu'à n'importe quel âge, on peut encore se former, évoluer, et encore plus. Après, c'est une question de volonté de chacun, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je suis paumé, on entend ça, non? Et puis le marketing digital, c'est pas du développement. On est quand même, je pense que c'est quand même relativement plus accessible. C'est un mix de psychologie, c'est pas une science exacte, c'est pas du calcul. On est quand même sur, voilà, exactement. Donc il faut sentir aussi, à partir du moment où on connaît bien sa cible et on comprend comment l'adresser, après, voilà, et qu'on mixe ça avec un bon usage des outils, ça fonctionne bien. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez raconter une histoire. Vous dites aussi l'expérience est aussi importante que le produit. Oui. Le parcours utilisateur est très important. On dit aussi que, et aujourd'hui on le ressent, regardez bien comment ça a évolué d'un point de vue même marketing global. Le papier cadeau compte autant que le cadeau. Et effectivement, quand vous arrivez dans une boutique Apple et que la boutique est hyper épurée, les vendeurs sont hyper modernes, hyper sympas, ils arrivent avec une tablette, on n'attend pas, on est servi, etc. Ça joue beaucoup. Et c'est pareil sur le web. Quand vous arrivez sur un site, quand le parcours est simplifié, intuitif, simple, que finalement vous avez une commande en 2 clics, vous êtes informé en permanence, vous n'avez rien à faire, ça joue effectivement dans la relation à la marque et c'est hyper essentiel. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire que coucher le parcours client, ça permet de savoir à quel moment il faut pouvoir l'adresser au niveau digital, qu'est-ce qu'il doit recevoir, quel message, etc., pour l'accompagner et faire une boucle, puisque l'enjeu c'est aussi de le fidéliser. Et est-ce que l'esthétique de ce monde-là, du monde digital, du monde numérique, c'est un monde un peu... pas trop encombré par les choses, quoi. Vous parlez de ces magasins Apple, par exemple, hein, on voit bien, c'est assez nu, je dirais presque. Hein. C'est ça. Est-ce qu'il y a une esthétique au fond du monde numérique? Pas forcément, parce qu'on se rend compte aussi, certains tests ont été faits sur des boutiques comme Cdiscount. Tout dépend de l'approche qu'on a. Quand vous arrivez sur Cdiscount, vous faites un parallèle avec beaucoup de choses là. Exactement. Alors. Là, on se retrouve dans la brocante, à la foire fouille, et donc on aime chercher parce qu'on est content d'avoir trouvé l'offre et on se sent unique et très content de l'avoir trouvé. Alors que dans d'autres univers, on se sent plutôt bien quand c'est épuré parce que ce sont des beaux produits très bien rangés, très très haut de gamme, et donc on s'identifie aussi à ça, quoi. Quelles sont les demandes de vos étudiants? Les plus fortes. Elles sont variables. D'abord d'être formés, mais... Oui, beaucoup de demandes sur les outils, sur les nouvelles technologies. Ouais. Alors ils sont très outils parce qu'ils sont très utilisateurs des outils. Et donc nous, entre autres, un de nos objectifs, c'est de les ramener aux fondamentaux. Virginie parlait effectivement de la cible, enfin tous les fondamentaux du marketing qui finalement, vous parliez de génération, existent depuis 30 ans. Les fondamentaux du marketing, en fait, les outils ont changé. Mais la cible est là, le positionnement est là, les fondamentaux sont toujours là. Donc c'est les ramener aux fondamentaux et puis les ramener aussi aux utilisateurs, savoir qui utilise les outils. Voilà, savoir qui utilise les outils. Qui utilise les outils. Alors on va passer à la deuxième partie, on va essayer de définir un certain nombre de mots qu'on entend beaucoup, sur lesquels moi je ne comprends pas grand-chose.
Je vous le dis tout de suite, donc il va falloir être très, très didactique. Mais je crois que c'est le cas de beaucoup de gens qui peuvent nous regarder, qui entendent ces mots et qui ne savent pas exactement à quoi ça correspond. Voilà, on va appeler cette partie « Dis c'est quoi » alors. Alors, on va parler des NFT. Amanda Calixte, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est non-fungible token, c'est jetons non fongibles. Ça veut dire quoi, non fongible, déjà? Effectivement. Alors, non fongible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'échanger contre quelque chose d'équivalent. Par exemple, une pièce de monnaie va être fongible. Si on prend 2 pièces d'1 €, elles vont être différentes, mais elles vont avoir la même équivalence. D'accord. On peut les échanger, oui. Exactement. On peut les échanger, alors que les NFT vont permettre d'acheter cette valeur à travers un code sécurisé qui passe à travers la blockchain. Donc, juste pour c'est quoi la blockchain? préciser la blockchain, donc c'est un système informatif et participatif qui va permettre justement de sécuriser une transaction. Et donc les NFT sont une tendance qui a vu le jour, justement, c'est une tendance qui a vu le jour à partir des années 2010, mais qui c'est si vieux que ça. Effectivement, tout à fait, mais qui s'est vraiment développée à travers la mise en ligne d'un jeu vidéo qui reprend un peu le contexte des Tamagotchi, mais 3.0, qui s'appelle Crypto Kitties, justement, et c'est ce qui a permis de vraiment populariser et de lancer une nouvelle dynamique sur les NFT. D'accord. Alors, on a vu, il y a eu, par exemple, une œuvre d'art qui s'est achetée plusieurs millions de dollars. Effectivement. Il y a des tweets aussi qui se vendent. Hein. Il y a des tweets qui se vendent. Alors, j'ai vu que le rappeur Booba avait vendu une partie, en tout cas, de son prochain clip et qu'il a empoché très vite, dit-on, 600 000 €, ce qui est quand même énorme. C'est ça, effectivement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui... Alors, voilà l'œuvre, voilà l'œuvre qui s'est vendue. Effectivement, donc l'œuvre d'art qui s'est vendue, si je ne me trompe pas, à plus de 69 millions de dollars. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les NFT sont utilisés par toute la population, d'ailleurs, ou un bon nombre de la population, pour vendre différentes choses qui peuvent être utilisées dans des secteurs d'activité comme la musique, l'art ou encore le design. Alors sur l'art, c'est assez un peu particulier parce que généralement quand on achète une œuvre d'art, c'est pour la montrer, c'est pour l'exposer. Là, cette œuvre d'art là qu'on voit, on peut la voir quoi, sur une tablette ou sur son smartphone, non, c'est ça? C'est ça, uniquement de façon virtuelle, quoi. C'est ça, virtuelle, puisque en réalité elle n'existe pas. Donc c'est vraiment uniquement de façon virtuelle. On peut aussi acheter des chaussures virtuelles. Donc il y a une célèbre marque qui avait lancé ça, et donc on peut acheter la paire de chaussures et la voir virtuellement. On peut également acheter des meubles virtuels, et tout ça à travers le système de la blockchain. Alors, les personnes âgées comme moi vont dire mais à quoi ça sert d'acheter des chaussures virtuelles? Alors, c'est vrai que ça permet de vivre aussi dans une nouvelle ère et de pouvoir développer ses talents et par le biais du digital, de pouvoir les vendre sur différentes plateformes qui sont aussi mises en place à cet effet, et de vendre des œuvres d'art sans passer par les circuits, c'est ça, les circuits classiques. Tout à fait. On dit aussi, et ce qui est vrai, que l'une des raisons du succès de ces NFT, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Hein? Et puis ça rejoint aussi le nouveau consommateur, qui a beaucoup d'ego, qui a beaucoup de... C'est important. Oui, donc c'est pour lui tout seul. Il y a un côté égoïste un peu là-dedans, non? Quand le tweet du fondateur de Twitter se vend 2,5 millions c'est de le dollars. premier tweet existant, c'est ça? Voilà. Et se dire je l'ai, on parle vraiment d'ego aussi. Donc ça joue aussi sur l'évolution des comportements en ligne et ce qu'on peut voir qui nous paraît parfois irrationnel. Oui, parce que 2,5 millions, quand on met, je sais pas, ou soit plus de 60 millions sur une œuvre d'art, je dis pas que c'est pas parce qu'on a envie de cette chose et on a envie de se l'approprier, mais on peut penser aussi à la revendre peut-être parfois. Je sais pas, le tweet à 2 millions, il a des chances de monter. On ne sait pas, c'est un pari qu'on fait. C'est des paris, effectivement. Après, est-ce que ça spécule ou pas derrière sur ça? Je pense, effectivement. Il y a aussi les joueurs de la NBA qui ont mis en ligne des vidéos, justement, de certains matchs et qui se vendent aussi très cher. Donc,
ça permet de toucher un peu toute la population et de permettre à la population de s'exprimer en fonction aussi de ses appétences à travers vraiment tous les secteurs d'activité, donc le sport, la musique. Maëlys Bulck, vous allez lancer, vous, une collection de NFT dans quelques semaines. Alors, on a compris ce que c'était à peu près les NFT. En quoi consiste votre collection et quel public vous essayez de toucher? Alors nous, la collection qui va s'appeler le Wonga Art Theme Club, c'est un hommage aux artistes qui ont marqué l'histoire depuis toujours. Donc on a sélectionné 25 artistes auxquels on a mis des traits donc, particuliers et après on a rajouté aussi une touche personnelle, donc des fonds différents, des éléments différenciants, des couleurs de peau particulières, par exemple marbré, obsidienne, rubis, jade, etc., qui vont déterminer la rareté des pièces de la collection. Et dans les collections NFT, en fait, ce qui fait l'intérêt et la spéculation derrière, dont vous étiez justement en train de parler, c'est ce degré de rareté. Donc, par exemple, sur une collection qui a 10 000 pièces, vous allez avoir le plus rare qui va être classé 1 sur 10 000 et le moins rare 10 000 sur 10 000. Évidemment, le 1 sur 10 000 va valoir beaucoup plus cher que le 10 000 sur 10 000. Et pour ça, on utilise des outils comme Rarity.tools qui va nous donner directement le degré de rareté des pièces de la collection. On a aussi d'autres outils comme IC Tools qui, lui, nous donne le trading au niveau des collections. Donc, par exemple, les achats qui ont été réalisés sur les dernières 24 heures, le dernier jour ou les 2 derniers jours, pour arriver à avoir un petit peu des tendances de marché et si une collection va marcher mieux qu'une autre ou pas. Dans le cas de la nôtre, elle sort donc dans quelques semaines. Donc là, on est en pleine communication dessus. Et les outils de communication principaux sur les NFT, ça va être Discord, Twitter, Telegram aussi. Et quasiment tout se passe donc sur ces réseaux-là. La communauté, on essaie de la fédérer, qu'elle échange, donc de monter le degré de désirabilité de la collection. Et après, on la mint, donc on la met à disposition sur le site internet. Chacun achète au prix qui a été défini. On ne sait pas à l'avance lequel on achète. Donc, dans un premier temps, on ne va pas dire, par exemple, j'achète la plus rare tout de suite. On achète au hasard, on mint, donc on va prendre un des éléments de la collection et il y a un reveal, donc on va révéler quel élément on a dans les heures ou dans les 48 heures qui arrivent et c'est à ce moment-là qu'on arrive sur le marché secondaire, là qui est plus effectivement de la spéculation, pour arriver à obtenir la carte ou l'élément le plus important. Ah oui, donc il y a un élément de risque ou de jeu, quoi, en fond, quand on achète. Il y a un élément de jeu, bien sûr. Donc, oui, on peut aussi plusieurs. Alors, il y a certaines collections qui sont limitées, par exemple, à 2 mints par personne, donc 2 achats par personne, et d'autres qui vont monter un peu plus. Donc, on va pouvoir en acheter jusqu'à 10 ou 20 par personne. Mais là, pour bien comprendre, par exemple, vous dites on vend une collection d'artistes, mais ce que vous vendez, ce ne sont pas des œuvres existantes, enfin des œuvres matérielles. Non. Alors, on vend nous, on s'est inspiré des artistes, on a pris les artistes qui nous plaisent et qui nous parlent parce qu'ils ont marqué le monde de l'histoire. On les a représentés avec, non pas leurs œuvres, mais des traits qui font penser à leurs œuvres ou des caractéristiques qu'ils ont chacun. Par exemple, Van Gogh, on sait tous qu'il s'est coupé l'oreille, donc on lui a coupé lui aussi l'oreille dans la représentation. Et à partir de là, on a rajouté des traits et donc c'est une collection hommage aux artistes. D'accord. Donc, oui, vous allez investir, c'est votre co-auteur. Elle est en train de me convaincre. Je me laisse tenter. C'est vrai que ça m'a beaucoup surpris que vous me disiez que ça date de 2010, parce que c'est arrivé, enfin, on en parle depuis quelques mois à peine. Comment ça se fait que ça s'est mis autant de temps à émerger ? Effectivement, c'est, je pense, depuis l'expansion du jeu CryptoKitties et puis aussi avec l'arrivée de la crypto-monnaie, de la blockchain qui favorise aussi l'émergence, je pense, des NFT. Vous pensez que ça va un peu bouleverser le monde de l'art? Il y a de gros débats là-dessus. Hein. Il y a certains qui disent non, il n'y a pas de vrais artistes encore qui s'expriment dans les NFT et on voit en même temps qu'il y a un marché qui est en train de se créer. Il y a tout à fait des artistes qui s'expriment déjà, Beeple dont on parlait tout à l'heure, mais vous avez aussi des artistes comme Februcius. Aujourd'hui, vous avez Orlinski qui veut aussi lancer une collection, JR qui
également dessus. Donc, Oui. il y a énormément d'artistes déjà connus et reconnus qui se lancent aussi dans les NFT. Et pas que des artistes plastiques. On va aussi avoir un côté plus musical dont on parlait effectivement tout à l'heure. Et ça, c'est un levier très important à explorer pour les labels, pour le management, etc. De regarder comment éventuellement monétiser avec les NFT. Mhm. C'est vrai que, Amanda Calixte, je reprends ce que vous disiez, il y a ce blockchain qui fait que on est sûr de. On ne peut pas se faire avoir, je veux dire, enfin, quand on investit, quand on décide d'investir, voilà. Tout à fait, effectivement. La blockchain permet vraiment de sécuriser la transaction à travers un code unique qui va être délivré lors de l'achat. C'est ce qui rend aussi unique la pièce, enfin, l'élément qu'on va acheter. À l'inverse des JPEG avant qui étaient téléchargés en masse qu'on pouvait échanger à tout va. Là, ça rend vraiment une pièce unique et tout ce qui est rare et précieux. Donc, je pense que ça alimente aussi la spéculation autour des NFT. Maëlys, vous disiez, il y a une communauté qui est en train de se créer. Il y a des enchères ou pas dans les NFT? Oui, bien sûr. Alors, les enchères, là, sur le secondary market, donc sur le deuxième marché, la plateforme principale, c'est OpenSea. Et là, vous pouvez aller voir sur des collections qui fonctionnent déjà très bien, comme Bored Ape Yacht Club, qui représente des singes, que vous avez peut-être déjà vu en fond de photos de profil de certaines personnes. Dans cette collection, on peut par exemple repérer un NFT qui nous plaît et aller placer une enchère. Et après, les enchères vont pouvoir monter, baisser, etc. Mais oui, c'est tout à fait un système d'enchères et ça peut monter, alors pour cette collection-là, très très cher. Et ils ont des volumes de trade à par exemple 200 000 Ethers. Donc vous savez que depuis le début de la collection, il y a eu 200 000 Ethers à environ 4 500 $ qui ont été échangés juste sur cette collection-là. Alors, vous dites aussi, enfin, il faut faire attention aux frais, et notamment ce qu'on appelle les gas fees, c'est ça? Les gas fees, exactement. Alors là, ça dépend des blockchains sur lesquels vous êtes inscrit. Par exemple, en Ether, énormément. Donc, Ether, c'est pour l'Ethereum. Il y a des gas fees qui sont très, très importants. Donc, vous pouvez faire d'un NFT, allez, on va admettre 5 $ et vous retrouvez avec 70 $ de gas fees à payer. Donc, ça veut dire que votre achat va vous revenir à 75 $. Sauf que votre NFT, lui, il n'aura pas bougé de ces 5 $ initiales. Donc, à moins qu'il prenne énormément de valeur, si jamais vous décidez de le revendre, vous avez perdu ces gas fees qui étaient des frais de transaction. Oui. Mais par contre, si vous inscrivez sur d'autres blockchains comme Polygon, par exemple, vous allez avoir des gas fees qui vont être très réduits. Donc ça dépend aussi dans quoi est-ce que vous voulez inscrire votre collection. Par contre, il faut faire attention, il y a certaines blockchains qui sont quand même plus à la mode ou plus tendance que d'autres. Par exemple, certaines collections ne passeront jamais en dehors d'Ethereum, puisque c'est celle qui rassure tout le monde aujourd'hui. D'accord. Bon, bah écoutez, on a essayé de comprendre un petit peu plus ce qu'étaient ces NFT. On va passer à un autre mot qu'on entend beaucoup, et qui est peut-être plus connu, c'est les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, qui veut en parler? Non, toujours pas. Sujet de Maëlys, je crois. Maëlys, hein? Ouais. Oui, alors les crypto-monnaies, donc le plus célèbre, c'est le Bitcoin. Je pense que tout le monde a entendu Tout le monde parler, a entendu au parler moins de une fois Bitcoin. dans sa vie maintenant du Bitcoin. Exactement. Donc il y a quelques années, les premiers qui ont investi, c'était un vrai pari, puisque ça valait peut-être 30 centimes le Bitcoin. Aujourd'hui, ces personnes-là ont fait fortune, littéralement, puisqu'on a atteint des sommets avec un Bitcoin qui vaut environ 68 000 $ à peu près. Alors, les crypto-monnaies sont des monnaies qui ne sont pas forcément encore reconnues dans tous les États. Il y a certains pays qui ont commencé à le légaliser, d'autres pas encore. Par exemple, en France, le Bitcoin n'est pas reconnu comme une monnaie officielle. Par contre, vu l'engouement, vu tout ce que ça a pris comme ampleur, on va pouvoir bientôt, en tout cas certains l'espèrent, commencer à payer certaines choses en carte bleue avec une Bitcoin, ou par exemple des billets d'avion, des voyages, etc. Il y a des pays qui acceptent, il y a des pays on peut déjà acheter des appartements. Je sais que cet été, j'étais au Monténégro et j'ai vu des affiches, voilà, j'aurais pu acheter mon appartement en Bitcoin, par exemple. Oui. Donc, c'est des monnaies qui vont avoir tendance à se démocratiser et elles sont là basées normalement sur la confiance dont tout le monde est censé pouvoir, encore une fois, tracer toutes les transactions. C'est vraiment la base de la blockchain. Je crois même qu'il y a un pays, le Salvador, qui va en faire sa monnaie.
Exactement, c'est déjà fait depuis quelques semaines, il me semble. Ils l'ont inscrite en monnaie nationale au même titre que le qu'ils utilisent également. Ce qui fait peur justement peut-être aux gens, c'est justement que ce sont en principe des monnaies qui ne sont pas reconnues par les États, comme l'est l'euro, comme l'est le dollar, enfin, comme sont les monnaies traditionnelles. Mais qu'est-ce qui fait que, au fond, c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut, au fond, on peut créer une monnaie en se passant des États. Ça veut dire ça, le fond des crypto-monnaies? Alors, je ne suis pas une experte banquière à ce point-là, mais oui, effectivement, c'est une monnaie qui a été créée justement pour retirer, entre guillemets, le pouvoir qui était donné aux banques sur le contrôle. Donc, les Ouais. premières personnes qui ont créé le Bitcoin, c'était un petit peu ce qu'elles avaient en tête, même si on ne sait toujours pas qui l'a créé à l'heure actuelle. Et le reste de la blockchain, c'est effectivement pour sécuriser les transactions, les rendre plus simples. Après, il faut savoir que les États s'y intéressent quand même de près, notamment les États-Unis qui investissent massivement. Hein. La Fed, la Banque centrale américaine, a investi beaucoup dans le Bitcoin et tous les États regardent aussi. Ils ont aussi décrété que, notamment la France, que prendre des taxes sur l'argent qui avait été fait sur la spéculation était relativement intéressant. Donc en France, on est taxé à peu près 30%, c'est la flat tax, si on fait des gains sur cette crypto-monnaie. Donc ils ne la reconnaissent pas en monnaie en tant que telle, mais d'un autre côté, ça peut être utile pour la taxe. On ne sait pas qui a créé le Bitcoin. Non, toujours pas. Toujours pas. Et alors, bon, le Bitcoin, c'est une monnaie évidemment mondialement connue. Mais si je veux, par exemple, créer, je sais pas, la crypto-monnaie de TV78, je peux le faire? Ou Oui, ça il sert à va falloir rien? créer un token. Mais oui, bah si vous pouvez. Après, il va falloir que des gens investissent dessus, que vous ayez suffisamment de liquidité pour faire des échanges. Enfin voilà, faut un petit peu penser comme une vraie monnaie. Mais après, oui, on dit le Bitcoin parce que c'est le plus connu, mais il y en a des centaines et des centaines. Oui. Je pourrais vous situer Ethereum qui est après très connu. Vous allez avoir Stellar Convent. Vous allez en avoir. Bon, après, je vais pas toutes les citer, il y en a énormément. Et vous pouvez aller sur des plateformes comme Binance, Kraken, Coinbase, etc., sur lesquelles vous allez retrouver le listing de quasi toutes les cryptos qui sont présentes sur ces plateformes. Et on peut investir ce qu'on veut, 50 euros par exemple. Bien sûr. Hein? Vous pouvez même investir moins et commencer Moins, à oui, 2 même. euros Ouais. sur une crypto à 30 centimes en espérant que bientôt ça vaille 1000 euros le token, par exemple. Et ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Donc, Ça chute aussi. Enfin, alors, ça peut chuter aussi, hein, voilà. quand même- Ouais. Ouais, c'est comme la absolument. bourse. Hein. Ouais, c'est un peu comme la bourse. De grosses variations, de grosses spéculations aussi Oui. sur le Bitcoin. Est-ce que si on C'est est, très volatile. si on est patient, est-ce qu'on a des chances de gagner un peu? Ou pas? Ou ça peut s'effondrer complètement? Si, je pense que comme les traders gagnent. Oui, comme la bourse. Oui, comme la bourse, je pense, ouais. comme la bourse. C'est un métier comme un autre. Enfin, Non, mais à long terme, la bourse, ça augmente toujours un peu. Enfin, généralement, enfin. on peut y perdre, on peut avoir des Oui, équilibres. bah, Je crois qu'il y a 10 ou 15% de traders qui en vivent vraiment à terme. Quoi. Donc, après, je pense qu'il faut se spécialiser. Quoi. Mais y aller Ouais. comme un touriste, bon, c'est faire attention quand même. Faut faire C'est attention, comme ouais. tout en fait sur Internet. Ouais, bien sûr, Il y a plein ouais. de bons business, il y a des belles opportunités, mais il faut quand même bien s'intéresser au sujet et aux risques qu'il y a derrière. Quoi. Dans les formations, vous en parlez de ça? Oui, on en parle. Oui. Et alors, curieusement, nos étudiants sont très intéressés par ces sujets. Comme ils sont intéressés par les nouveaux outils, ils sont aussi intéressés par les nouvelles technologies et ça en fait partie. Et ils sont parfois utilisateurs. Et parfois utilisateurs, et consommateurs. Oui, parce que, Et à travers le jeu, d'ailleurs. comme C'est disait parce que- Maëlys, avec 30 centimes, on peut espérer gagner 1000 euros. C'est quand même formidable. Donc, oui, c'est vrai que ça peut être tonton. Ce qui détente souvent, c'est justement tout l'aspect un peu spéculatif et la possibilité, cette espèce de nouvel Eldorado qui consiste à penser qu'on peut gagner beaucoup d'argent Oui, avec peu. Avec vous, ouais. Maëlys, vous pensez qu'à terme, alors encore une fois, comme vous dites, vous n'êtes pas une spécialiste de l'économie de la monnaie, mais vous pensez qu'à terme, les monnaies nationales vont laisser la place à ces crypto-monnaies, où il y aura les deux marchés au fond? Alors,
la place, peut-être pas entièrement, parce que je pense qu'aujourd'hui, la monnaie de confiance, c'est notamment l'euro chez nous, mais le dollar aux États-Unis. D'ailleurs, il y a des cryptos qui sont des stablecoins, donc ce sont des coins qui vont, enfin des monnaies qui vont être stables, et généralement elles sont basées sur le dollar US. Donc c'est pas pour rien qu'ils se fixent là-dessus, c'est pour au moins avoir une stabilité dans le monde. Après, les banques réfléchissent beaucoup à créer leurs propres cryptos. Donc peut-être qu'on aura surtout certaines cryptos qui vont monter, avec lesquelles on va pouvoir échanger plus facilement et du coup rendre la monnaie un peu plus volatile entre l'euro, le bitcoin, l'ether, etc. Très bien. Eh ben, on va passer au troisième terme, le métavers. Alors, je crois que c'est plutôt Valérie Damilville, hein? Oui. Vous êtes intéressée. Alors, c'est vrai qu'on a, alors, on a découvert ce mot il y a quelque temps, mais c'est vrai que le changement de Facebook a accéléré cette connaissance. C'est quoi le métavers alors? Alors le métavers, comme les crypto-monnaies ou les NFT, ça existe déjà depuis un certain temps. C'est pas, on s'y intéresse depuis quelques temps, mais ah oui, mais ça date, c'est aussi vieux que ça date aussi. Alors déjà, ça existe dans l'imaginaire, dans la fiction. Ça existe dans le gaming, dans le jeu. Dans le jeu, ça existe dans la fiction. Quand on regarde Matrix, par exemple, déjà les créateurs de fiction se sont déjà intéressés au sujet il y a déjà pas mal de temps. Et ça existe dans le jeu depuis longtemps, depuis des jeux comme Minecraft par exemple, comme Second Life, quand effectivement on crée des Second Life, on crée quoi, un avatar? On crée un avatar. Non, c'est ça. La nouveauté avec la réalité virtuelle également, la nouveauté avec les métavers, c'est qu'il y a une espèce de passerelle, une interaction entre le virtuel et le réel. Donc vous faites des choses dans le virtuel que vous pouvez transformer dans le réel. Donc vous pouvez acheter virtuellement une robe pour votre avatar, que vous pouvez éventuellement après transformer en objet réel dans la vraie vie. Ah d'accord. Et donc c'est pas comme les paires de chaussures sur les NFT. Voilà. Donc, là, on est vraiment. Il y a une différence là. On peut les avoir après. Et c'est pour ça que, entre autres, Facebook qui a changé de nom, hein, enfin, la holding de Facebook s'appelle Meta maintenant. Meta maintenant. Hein, maintenant, la holding de Facebook s'appelle Meta. Et pourquoi ils ont fait ça, on sait? Probablement parce que Facebook était un peu en... probablement parce que Zuckerberg a compris qu'effectivement c'était une mutation possible des réseaux sociaux. Et puis parce qu'on sait tous que Facebook est un peu dans la tourmente là depuis quelques années et que ça lui permet d'occuper le terrain avec d'autres sujets que les sujets qui fâchent. Les sujets juridiques qui fâchent. Et donc c'est le jeu qui s'est massivement emparé de ça. Et aujourd'hui, il y a énormément là aussi de recherche par le jeu, mais pas uniquement le jeu. C'est ça dépasse. On est en train de dépasser le niveau du jeu. Hein. Et c'est pour ça que Facebook s'y intéresse. On parle même de l'évolution possible des réseaux sociaux dans le métaverse, avec des consommateurs et des marques qui jouent sur les deux tableaux, sur le virtuel et sur le réel. Et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut transformer des comportements virtuels dans la réalité et comment est-ce que cette virtualité peut s'incarner dans la réalité et comment effectivement on peut s'habiller virtuellement en tant qu'avatar dans une réalité virtuelle et retrouver cette virtualité dans la réalité. D'accord, oui, c'est ça. C'est deux mondes qui interagissent un peu. Et donc c'est intéressant dans le sens où on est à la fois, ce qui est un peu le cas déjà sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on est à la fois utilisateur et producteur de contenu. Et le jeu, c'est le cas de Minecraft et puis de Roblox qui là en ce moment explose sur les notamment les adolescents, où on est utilisateur, on crée son avatar et on peut être également développeur, c'est-à-dire qu'on peut développer ses propres personnages sur ce jeu par exemple qui est Roblox, on développe ses propres personnages et on peut les vendre aussi en utilisant de la monnaie virtuelle, en l'occurrence qui s'appelle le Robux, je crois. Et donc on utilise une monnaie virtuelle qui après se transforme en monnaie réelle et on crée ses propres personnages et on peut vendre ses propres personnages à travers le jeu. D'accord. Ouais. Par exemple. Donc le jeu est complètement dedans. Mais ça veut dire depuis 10 ans. Alors, on va être dans un monde. Par exemple, si je, par exemple, Virginie joue très bien au tennis de table. Je dis ça, j'en sais rien du tout. Hein, pas tout à fait. Supposons que je joue très bien aussi. Donc on prend un masque tous les deux. Vous êtes à 200 km et on joue ensemble. Ça, c'est possible. Bon. Ça se fait. Ça, c'est le jeu.
Maintenant, si vous écrivez le livre avec Maëlys, vous pourriez rester aussi à 500 km et faire comme si vous étiez à la même table. Hein. Oui. C'est possible aussi, ça. Hein, c'est un Exactement, peu ça. c'est ça. Donc on voit un peu on peut voir l'intérêt pour les entreprises, en effet, dans le travail. Bon, là, il y a beaucoup de télétravail qui a pris de... Mais ça peut servir sur des sujets comme ça, non? Oui, tout à fait, notamment en visioconférence, où je sais que beaucoup d'entreprises travaillent sur la conception d'hologrammes qui permettront en fait d'avoir une image telle quelle. C'est comme si on est là, Exactement. alors qu'on est à 500 km les uns des autres. Tout à fait, exactement. Donc ça, on voit assez bien l'intérêt. Après, il y a par exemple des lanceurs d'alerte qui ont été prévenir les députés français en leur disant « Ouh là là, faites très attention à ce qu'est en train de faire Zuckerberg et Facebook, c'est très dangereux. Cette doublure numérique du monde physique où l'entreprise entrevoit d'immenses possibilités commerciales. » Quelles possibilités commerciales? On voit à peu près ce qu'il veut dire? Dès lors, de toute manière, que ça réunit des données et qu'elles sont utilisées et que finalement il y a un monde virtuel qui se dessine, ça veut dire que là où on a déjà, ça fait des années qu'on en parle de tout ce qui agrège Facebook, là, ce sera encore plus fort et encore plus utilisé à des fins commerciales. On va recueillir des données aussi encore plus fortes sur les gens, sur les individus, quoi. Hein, c'est ça. On va affiner ce qu'on appelle la data en marketing. Donc, on va affiner la donnée et on va la rendre tellement précise qu'on pourra la monétiser et la monétiser de plus en plus et la rendre et lui donner une valeur, nous avons une valeur marchande très forte. La donnée personnelle aujourd'hui, et c'est ce qui fait la puissance des GAFA, des fameux GAFA, c'est la donnée personnelle. Et donc là, on va la rendre encore plus... Ce sera encore plus intrusif, en plus. Et puis parallèlement, on crée un environnement, un écosystème qui va nous rendre un peu dépendants, un peu parce que la guerre, enfin, faut pas se leurrer, elle est là. Elle est si je suis sur Facebook, je suis pendant ce temps-là pas ailleurs. Et l'idée, c'est de s'ancrer dans le quotidien de l'utilisateur, parce que pour avoir des réflexes, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des études qui montrent que la première chose que font les Français, c'est se lever, regarder Facebook et avant de dire bonjour à sa femme ou à son mari. Donc on se dit qu'à partir du moment où l'habitude est ancrée, elle est difficilement. On y est déjà un peu. Comme voilà. Vous dites, hein, et donc l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Voilà, d'aller encore plus loin pour s'intégrer, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment tout un environnement et qu'on s'en détache pas. Oui, on voit d'ailleurs dans les restaurants, quand vous avez des gens qui sont ensemble et puis qui regardent leur téléphone plutôt de parler à la personne qui est en face. On est déjà dans ce monde-là. Et puis c'est un monde, on en parlait avec les crypto-monnaies tout à l'heure, ou les NFT, qui se libèrent du physique au fond. C'est ça aussi le métavers. Hein, on peut créer le physique ne compte plus, quoi. Au fond. Et puis on peut faire venir, donc notamment sur ce fameux jeu Roblox, on peut faire rentrer du virtuel, mais à partir du physique. C'est pour ça qu'il y a des concerts, par exemple, qui sont virtuellement organisés, mais par les artistes eux-mêmes. Donc il y a ce grand rappeur là qui s'appelle Lil Nas X qui a intégré justement, Fortnite le fait aussi, enfin tout l'univers des jeux vidéo surfe justement sur cette double attirance qui crée des passerelles entre le virtuel et le réel. Et on rejoint une chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement le parcours utilisateur, l'expérience utilisateur prend le dessus sur le produit, puisque là il n'y a pas de produit, tout est virtuel. Absolument. Et c'est l'expérience qui compte, c'est de vivre... Et donc là, ce qui est intéressant aussi pour les nouveaux utilisateurs, c'est qu'ils sont complètement créateurs ou co-créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'à terme, potentiellement, c'est eux qui pourront créer des collections entières de chaussures, de vêtements, de voitures, pourquoi pas, avec les marques. Donc, les marques y voient une dimension mercantile, mais aussi une dimension peut-être créative de nouvelles relations, si on voit l'aspect vertueux des choses. Il y a effectivement l'aspect dangereux qui est là, hein, mais il peut y avoir un aspect vertueux. On peut imaginer que les marques entretiennent une nouvelle relation plus constructive, plus créative, peut-être avec leurs utilisateurs. Justement, vous abordez la dernière partie, mais c'est vraiment une conclusion, puisqu'il nous reste 4 minutes à peine. Monde virtuel, monde réel, est-ce que tout ça nous annonce une société plutôt meilleure ou plutôt plus compliquée? C'est la question que je vais vous poser.
Alors, justement, oui, ce monde qu'on peut imaginer, beaucoup plus virtuel qu'il n'est aujourd'hui, bien que, comme vous le disiez, ça commence déjà, il vous inquiète ou vous excite plutôt? Moi, je suis de nature optimiste. Oui. Je dirais que je trouve que c'est de formidables opportunités. À plein de niveaux, en fait. Je pense que alors, dans la consommation, mais ça décloisonne les zones de chalandise pour les entreprises aussi. Avant, on était sur une zone, on était très locale. Aujourd'hui, on peut s'ouvrir au monde entier depuis chez soi. C'est aussi pour les gens de pouvoir travailler du monde entier aussi. De toute façon, les nomades, les digital nomades, où on peut travailler et avoir un métier. C'est se former à des métiers nouveaux qui n'auraient été avant, qui n'étaient pas accessibles. Enfin, moi, je trouve que évidemment, il y a des risques comme tout, évidemment, il y a des limites, évidemment, il faut les connaître, mais derrière ça, je trouve que c'est incroyable. Ce qu'on vit est incroyable. Et à chaque fois, on se dit, on entend parfois des gens qui vont dire, mais tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Mais non, on est toujours au démarrage et on est toujours surpris de ce qui se passe. Et peut-être pour la première fois, là, on est face à un monde dont on a du mal même à imaginer comment il va être. Hein. C'est assez fascinant, au fond. Très fascinant. Ouais. Vos étudiants, d'ailleurs, je sais pas, ils sont là, hein. On va en parler après, mais ils vont inventer un monde nouveau. Oui, ils sont déjà très précurseurs, ils sont déjà très en avance sur tout un tas de sujets. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Virginie, et je reviens sur ce qu'on disait un peu au début de l'émission sur l'éthique. Je pense qu'il faut quand même... Voilà, ça c'est important. Je pense qu'il est très important pour l'utilisateur, mais comme les marques, je pense que les marques ont vraiment, et puis les pouvoirs publics aussi, l'éducation, nous, il est très important qu'on ne se laisse pas embarquer effectivement par toute techno, toute innovation qui est formidable, parce que je trouve que c'est vraiment extraordinaire, au détriment d'un certain nombre de valeurs et d'éthique. Et puis il faut aussi penser à... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais sur les crypto-monnaies, tout ce qui est consommation derrière. Oui. Donc c'est vrai que derrière, c'est l'impact sur la planète, etc. Il y a quand même des limites, il faut quand même les prendre en compte. Mais on peut pas stopper l'avancée. Donc il faut travailler avec, il faut justement faire en sorte de l'améliorer. Et c'est là où il y aura des belles innovations. C'est après, à chaque fois, améliorer tous ces points-là. Donc, Et moi, je crois beaucoup justement à cette capacité de co-création entre les marques, les pouvoirs publics, les profs, les formateurs, les médias peut-être aussi. Soyons plutôt optimistes. Plutôt optimiste, oui, plutôt optimiste. Merci infiniment, merci Valérie Dabilville, merci beaucoup à Amanda Calixte. Je rappelle donc que vous êtes les représentants de Mind Digital School, donc il y en a une à c'est à Guyancourt. Montigny-le-Bretonneux. Montigny-le-Bretonneux, Tout à fait. Et puis il y a des écoles partout en France. Virginie Févé, merci infiniment. On rappelle Startac, donc formation... en entreprise, et en inter et en intra, donc sur 2 formules, et on intervient en France entière pour les entreprises. Et Maëlys Bulck, merci infiniment de tous ces éclairages sur les NFT et les crypto-monnaies. Et je rappelle, donc vous êtes la co-autrice avec Virginie de stratégie et e-marketing. Merci à tous et à très vite pour un nouveau numéro de PAF. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir parce que tout ça est passionnant quand même. Merci. Merci.